vais redevenir un peu sérieuse puisque je vais vous parler du long conflit dans les prisons qui s'est étendu du mois de mai au mois de juin. Le conflit social de mai est né d'un malaise profond dans les prisons. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro ? Comme ça ? Comme ça ? En effet, depuis des années, la majorité des prisons francophones et bruxelloises travaillent dans des conditions difficiles, tant au niveau du personnel insuffisant, des infrastructures vétustes, que de la surpopulation carcérale récurrente. L'arrivée du nouveau gouvernement a imposé une économie drastique du personnel. Déjà en décembre 2014, le ministre de la Justice donnait l'injonction au directeur des prisons d'effectuer une analyse sur l'occupation des postes, l'objectif étant de réduire de 10% encore le personnel déjà insuffisant. Pour planter le décor, la particularité du travail en prison est que la sécurité est garantie principalement par un personnel en suffisance. La prison est un lieu de protection où l'on incarcère des personnes considérées dangereuses pour protéger la société. Un personnel insuffisant revient pour l'agent à risquer sa vie au quotidien. Un exemple, sur une section, il faut en moyenne 3 agents au minimum. Si vous réduisez d'un agent, un seul peut aller ouvrir les cellules. Si ça se passe mal, évidemment, les conditions peuvent être dramatiques, le temps que l'agent suivant puisse contacter d'autres pour venir à son secours. Le 16 décembre 2014, à l'annonce de la rationalisation, les agents pénitentiaires ont réagi et ont décidé une grève. Pour mettre fin au conflit, le ministre Gaines a alors proposé 7 groupes de travail, traitant chacun une problématique importante en prison. Il y avait notamment la rationalisation. L'administration est convaincue qu'il est possible de travailler avec peu de personnel si on change les horaires et l'organisation de la prison. Cela revient pour le personnel à travailler davantage de jours et regrouper l'ensemble des activités au moment où il y a le plus de personnel présent. Dans ces groupes de travail, il y a aussi des groupes de travail qui ont eu lieu sur les congés, sur les formations, sur l'absentéisme. Il faut savoir à titre d'exemple que les agents ont 500 000 jours de congés à récupérer pour l'ensemble des agents pénitentiaires. Ces groupes de travail ont évolué à un rythme différent durant 18 mois. Le groupe rationalisation est celui qui a été convoqué le plus souvent au cabinet. Au fur et à mesure des exercices théoriques que l'administration venait faire dans les prisons, nous constations que l'effectif allait être réduit de manière telle qu'il n'allait plus être possible de travailler dans des conditions de sécurité acceptables. Entre-temps, les départs naturels venaient creuser de jour en jour le manque de personnel. Les congés préalables à la pension et les pensions venaient diminuer le personnel. Il faut savoir que dans les prisons, le personnel est réduit de 300 personnes par an à cause des départs naturels. La tension était palpable. Les agents se sentaient au pied du mur, emportés dans cette spirale d'économie qui allait à terme les amener à prendre des risques démesurés au quotidien pour simplement gagner leur vie. Sont aussi venues s'ajouter les autres mesures du gouvernement qui concernent toute la fonction publique, y compris les prisons. Le saut d'index, le durcissement des procédures disciplinaires, les travaux en cours sur les métiers lourds et l'inconnu concernant la fin de carrière. En avril, le ministre de la fonction publique annonçait la suppression du cumul des jours de maladie, une habitude du gouvernement depuis le début de sa législature de supprimer purement et simplement les acquis des fonctionnaires, de réduire à peau de chagrin ce qui rendait l'emploi à la fonction publique attrayant, c'est-à-dire la sécurité d'emploi qui n'existe plus, et de ne proposer aucun avantage pour compenser les pertes et s'harmoniser au système privé, toujours donné en comparaison et prôné par l'autorité. Cette nouvelle a mis le feu aux poudres, elle a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les instances nationales prisons de la CSC Service Public se sont réunies et ont décidé d'une grève d'1 jour le 26 avril 2016, en même temps que la fonction publique. La colère et le ressentiment ont poussé les agents francophones et bruxellois à rester dehors de leur propre initiative, et ce fut le début d'une longue grève de plus de 50 jours. Les revendications étaient doubles. La première était le retour au plan de personnel 2014, qui n'était pas le plus favorable, mais qui aurait permis de renforcer le personnel, et ce jusqu'à la fin de la législature. La deuxième revendication était de laisser le choix pour chaque prison d'entrer ou non dans le processus de rationalisation qui revenait à accepter de travailler avec beaucoup moins de personnel et de travailler autrement en termes d'organisation. Nous avons eu 11 réunions de négociation avec le ministre Gaines.
Les principales problématiques qui rendaient les négociations difficiles étaient l'absence de préavis francophone, puisqu'on n'a pas eu le temps de prévoir et qu'on a dû se baser sur un préavis national qui existait déjà. Et ça a eu pour conséquence que l'ensemble des partenaires sociaux se retrouvaient autour de la table, tant ceux qui représentaient les prisons du Nord qui n'étaient pas en grève, que les prisons du Sud qui, elles, étaient en grève. Il faut savoir que dans les prisons, on ne fait pas grève comme on veut. Cette matière est régie par un protocole qui s'appelle le protocole 351, et des délais doivent être respectés pour entrer en grève. La seconde problématique est la différence de réalité entre le Nord et le Sud. En effet, il existe des différences entre les différents établissements du Royaume. Depuis des années, la majorité des budgets ont été attribués aux prisons du Nord, ce qui explique qu'elles sont bien entretenues à quelques exceptions près. Les prisons du Sud et de Forêt sont pour la majorité vétustes. Évidemment, il y a l'exception de Leuze et de Marche qui sont des nouvelles prisons, car elles n'ont pas bénéficié, évidemment, des budgets pour l'entretien et ont de surcroît une surpopulation élevée. Par contre, le Nord souffre davantage de sous-effectifs, car il y a eu plus de départs naturels au Nord ces dernières années. La proposition du ministre de travailler autrement a donc vite intéressé les établissements du Nord, qui avaient déjà la corde au cou, vu le manque de personnel, qui ne permettait plus de travailler dans les conditions actuelles et avec un minimum de sécurité. C'est pourquoi, en Flandre, plusieurs prisons appliquent déjà une organisation rationalisée du travail. Une prime doit y être liée, le ministre la promet depuis plus d'1 an et les agents l'attendent toujours. Lors des premières négociations, le ministre de la Justice a émis des propositions qui répondaient aux problématiques du Nord, afin de ne pas étendre le conflit social, puisque seules les prisons du Sud et de Bruxelles étaient en grève. Le contexte de la négociation était difficile. Les agents francophones et bruxellois plus que déterminés, une autorité peu claire et des chiffres variant d'une négociation à l'autre sur l'état actuel du personnel. Le 30 mai 2016, la signature du protocole par les responsables syndicaux représentant les prisons du Nord, qui n'étaient pas en grève, ainsi que du SLFP, a mis un terme à la négociation. Pourtant, toutes les prisons francophones et bruxelloises rejetaient le protocole, à 94,7% des votants, et poursuivaient la grève, estimant que leurs revendications n'avaient pas été rencontrées de manière satisfaisante. Si l'on pouvait reconnaître l'effort consenti par l'autorité politique pour les recrutements afin d'arriver à 7075 agents et le choix donné à chaque prison d'entrer ou non dans le processus de travailler autrement, nous n'avions aucune garantie écrite que les recrutements seraient pérennisés jusqu'à la fin de la législature. Le protocole prévoit en effet un gel d'économie pour l'année 2016 et les recrutements jusque juin 2017, suivi d'une évaluation de la situation. Les autres engagements relatifs à l'entretien des prisons et à la surpopulation ont été ajoutés par le ministre et lui ont permis de vendre à l'opinion publique son programme de Master Plan 3 et de promotionner la politique qu'il envisage pour les prisons et la justice en général. Pour les agents, il s'agissait de vieilles revendications auxquelles ceux-ci ne croient plus, les promesses ayant fait place au fatalisme. Un exemple, le ministre avait promis il y a 15 ans la téléphonie à l'antenne, elle commence seulement à être placée. L'engagement de 386 agents peut paraître énorme en ces temps de crise aux yeux du citoyen. Cependant, lorsqu'on sait que le nombre de départs naturels chaque année dans les prisons s'élève à 300 agents, on relativise. En effet, en 1 an, cela donne un gain de 86 agents pour 2017, une perte de 214 agents pour 2018 et de 514 pour 2019, et on peut continuer. C'est la raison pour laquelle demander l'application du protocole jusqu'à la fin de la législature nous paraissait essentiel. Nous avons également rencontré le Premier ministre quelques jours après la signature du protocole. Cette rencontre n'a rien changé. Quant à la stratégie du ministre, il a utilisé les médias à maintes reprises lors des différentes réunions, tant pour afficher une pseudo-alliance avec les organisations syndicales que pour semer le trouble sur l'issue des réunions en faisant souvent croire à un accord, ce qui mettait à mal le lien entre les représentants syndicaux à la table et leurs affiliés. Il nous a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de communiquer face aux médias à ses côtés. La CESE Service Public a toujours refusé ces invitations. Durant le conflit, il a pris également des décisions complètement inédites.
Il a placé des militaires, en plus des policiers, dans les établissements pénitentiaires. Il a fait appel à des huissiers pour les piquets, pour infliger des astreintes aux grévistes qui empêchaient le personnel d'entrer. Il a retiré l'entièreté du salaire des grévistes de mai, alors que par le passé, l'administration effectuait toujours une récupération de traitement plus tard qui ne pouvait pas dépasser les 20% qui est la sauvegarde pour le salaire. Il a menacé de ne pas octroyer des congés tant que tous les agents ne seraient pas rentrés, sans oublier le chantage du Premier ministre qui marchandait la signature du protocole par les représentants syndicaux francophones contre le paiement du salaire de mai des agents grévistes. Le ministre a également joué l'épuisement. 11 négociations durant des heures et se terminant parfois la nuit, avec des suspensions de séances prévues de 15 minutes qui finissaient par durer 3 heures. Durant cette longue période de grève, nous avons fait appel à la solidarité. La solidarité d'autres secteurs est également venue spontanément à nous. Les gens voulaient agir, mais la question cruciale était comment. Il était difficile pour nous d'être disponibles, vu le rythme infernal des concertations. Il était difficile également de trouver l'initiative pertinente, celle qui aurait pu, peut-être, tout changer. Cette grève était devenue le problème de tous. Elle était aussi le symbole d'un bras de fer entre un groupe de travailleurs et l'autorité politique. Aujourd'hui, les agents pénitentiaires ont réintégré leurs prisons respectives. Ils pouvaient rentrer la tête haute car leur détermination et leur force étaient impressionnantes et leurs revendications tellement légitimes. Malgré le sentiment d'inachevé, nous avons obtenu des avancées. Il faudra cependant attendre l'exécution de l'accord pour que le personnel en prenne réellement conscience. Il faudra aussi attendre juin 2017 pour savoir enfin si le ministre a tenu ses promesses. Je vous remercie.